Bonjour à tous. Donc nous avons vu dans le cadre de ce chapitre sur l'affirmation de l'État dans le Royaume de France comment la guerre avait joué un rôle central dans l'affirmation du pouvoir royal et comment le pouvoir royal avait renforcé son administration et la centralisation du pouvoir. Nous allons voir désormais dans une troisième partie comment, malgré un net renforcement à partir du XVIe siècle, le pouvoir royal n'est pas encore absolu au début du Xe siècle, car il se trouve limité à des contre-pouvoirs. Nous allons voir que ces limites et ces contre-pouvoirs ont une portée parfois réelle, mais parfois aussi limitée, et surtout que tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, la monarchie française ne va avoir de cesse que d'essayer de réduire justement les portées de ces contre-pouvoirs. Alors, parmi les limites de l'autorité royale, il y a d'abord ce qu'on appelle les lois fondamentales du royaume. Ce sont en fait l'ensemble des coutumes et des lois et des règles que le roi s'engage à respecter lors de la cérémonie du sacre. Alors, ces lois fondamentales du royaume, en fait, elles encadrent la monarchie, elles obligent le roi à respecter déjà l'ordre de primogéniture mâle, c'est-à-dire que la succession du roi se fait par ordre de descendants mâles, masculins, donc aînés. C'est-à-dire que c'est le fils aîné qui détient la couronne. Si le fils aîné meurt avant qu'il devienne roi, c'est le suivant, ainsi de suite. Et puis ça peut passer ensuite, et bien éventuellement aux petits-enfants ou aux frères, voire aux cousins du roi. La deuxième loi fondamentale, c'est la loi salique. Cette loi salique, elle interdit aux femmes de pouvoir accéder à la couronne. C'est-à-dire qu'une fille de roi ne peut pas devenir reine de France. Elle peut devenir reine en tant que femme du roi, mais elle ne peut pas régner. Alors, pourquoi loi salique? Parce que c'est une interprétation, en fait, d'une loi, d'une coutume des Francs saliens, qui était la tribu à laquelle appartenait Clovis, dont se déclarent euh, descendants les rois de France, et qui donc excluait les femmes de la propriété de la terre. Autre loi fondamentale, le roi de France doit être catholique. C'est pour cela qu'Henri IV a dû se convertir au catholicisme pour pouvoir devenir roi de France. Enfin, dernière loi fondamentale importante, c'est que le domaine royal ne peut être aliéné. C'est-à-dire que le roi de France n'a pas le droit de vendre ou de céder une partie du royaume, soit aux autres princes, hein, à ses frères par exemple, comme c'était le cas à une certaine époque, soit eh bien, le vendre à des banquiers ou des puissances étrangères. Le roi doit aussi respecter les privilèges des provinces du royaume. Alors, qu'est-ce qu'on appelle privilèges? Là aussi, ce ne sont pas, contrairement au sens actuel, des avantages qui les mettent au-dessus des autres. Non, ce sont tout simplement les différences. Un privilège, ça vient de priva lex en latin, qui veut dire donc la loi privée, c'est-à-dire ce sont les lois particulières, les coutumes de chaque province. On a vu dans la partie précédente que la France s'est construite avec la conquête et l'annexion au domaine royal de différentes provinces. Et certaines de ces provinces ont gardé donc des coutumes différentes que celles que le roi imposait dans son domaine royal directement. Vous avez sur cette carte donc en vert les pays d'élection, qui sont les pays où les régions françaises plutôt, les provinces donc, où le roi pouvait prélever directement l'impôt à travers ses intendants. Par contre, en bleu, vous avez les pays d'État. Ces pays d'État, ce sont des provinces qui avaient gardé ce qu'on appelle leurs États provinciaux, c'est-à-dire une assemblée représentative des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-État, dont le rôle essentiel était de négocier le montant de l'impôt avec les représentants du pouvoir royal et aussi d'en assurer ensuite la répartition par diocèse, c'est-à-dire par différentes circonscriptions religieuses, et d'en contrôler la collecte. Voilà. Et donc, bien sûr, l'objectif du roi, ça va être de limiter
le pouvoir des États, des pays d'État, et de mettre en place une fiscalité directe pour mieux la contrôler. D'autre part, le roi ne gouverne pas seul. Nous l'avons déjà vu sur une présentation précédente. Louis XIII est aidé par le cardinal de Richelieu, qui est celui qui, entre 1624 et 1642, dans la réalité, dans les faits, va diriger la France. On l'a vu par exemple, c'est lui qui mène la répression contre les protestants lors du siège de La Rochelle. Il va être ensuite remplacé au moment de la jeunesse de Louis XIV par le cardinal Mazarin, qui va lui aussi accomplir la même fonction de Premier ministre, si vous voulez, et qui va donc renforcer le pouvoir du roi. Donc le roi ne gouverne pas seul, mais en fait, il prend comme Premier ministre des personnages, vous le voyez, issus du monde ecclésiastique, de la haute noblesse ecclésiastique, qui vont de fait renforcer le pouvoir royal. Bon, mais après eux, Louis XIV va décider de diriger seul, même s'il sera aidé par des ministres. Nous en avons vu quelques-uns, Colbert, Vauban, Louvois. Le pouvoir royal est aussi pendant très longtemps limité par les États généraux, qui sont une assemblée représentative des trois ordres de la société française, la noblesse, le tiers-état et le clergé. Donc c'est bien sûr une représentation qui n'est pas démocratique au sens moderne du terme. Et ces États généraux, qui sont réunis en général à l'occasion de crises ou au moment de l'avènement d'un roi, on voit ici en 1614 donc les États généraux réunis au moment de la mise en place de la royauté de Louis XIII, du règne de Louis XIII, eh bien, ces États généraux peuvent s'opposer à certaines décisions du roi et peuvent réclamer même, par exemple, la suppression de certains impôts. C'est ce qu'ils feront en 1614, où ils demandent la suppression d'un impôt sur la noblesse qu'on appelait la paulette. Bien, donc ces États généraux ont un rôle limitatif réel, mais en fait, entre 1614 et 1789, ils ne seront plus réunis, ils ne seront plus convoqués par le roi. Donc le rôle est réduit à néant. Et 1789, qui en pleine crise financière va obliger le roi Louis XVI à les convoquer, ça va être bien sûr le début du déclenchement de la Révolution française. Alors, en l'absence de réunion des États généraux, l'opposition aux décisions du roi est récupérée par les parlements, et le Parlement de Paris en particulier. Alors, les parlements, ce sont des cours souveraines, des cours de haute justice, qui ont pour mission, qui ont pour fonction d'enregistrer les décisions royales, c'est-à-dire les édits, les ordonnances. Mais à l'occasion de cet enregistrement, elles peuvent s'y opposer ou retarder leur enregistrement, c'est ce qu'on appelle le droit de remontrance, lorsqu'elles estiment que ces décisions sont contraires aux lois fondamentales du royaume, que nous avons déjà évoquées, ou aux intérêts de la population. Alors c'est bien sûr un outil pour les parlementaires pour essayer de limiter la monarchie absolue. Alors ces parlementaires ne le font pas dans un objectif démocratique, car ils sont quasiment tous issus de la haute noblesse, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la noblesse de robe, c'est-à-dire la noblesse judiciaire, la noblesse de justice, par opposition à la noblesse d'épée, qui est donc la noblesse militaire. Et en particulier sous Louis XV, il y aura de forts affrontements entre le Parlement et le roi. Il y en aura aussi sous Louis XIV, on les verra à la fin de ce chapitre. Et le roi, parfois, est obligé de se déplacer en personne pour obliger le Parlement à enregistrer les lois sans discussion. C'est ce qu'on appelle un lit de justice. Voilà. Donc, les parlements, oui, là, vont jouer un rôle, on le verra, important, même s'ils échoueront à devenir ce qu'est devenu le Parlement anglais en Angleterre, donc, bien évidemment, c'est-à-dire un véritable contre-pouvoir au pouvoir royal. Alors, tout ce renforcement du pouvoir monarchique
et la mise en place de la monarchie absolue va entraîner donc des rébellions de la part d'une partie de la population, en particulier, parce que nous l'avons vu aussi dans les parties précédentes, le roi, et en particulier Louis XIV, fait beaucoup la guerre. Hein. Cette époque est marquée par de nombreuses guerres, et à l'occasion de ces guerres, eh bien, l'État renforce sa domination sur le territoire et augmente les impôts. Et donc, une grande partie de la population qui est soumise aux impôts, ce sont bien sûr le tiers-État, et en particulier les paysans qui forment l'immense majorité du tiers-État, qui sont soumis à cette pression fiscale et qui vont donc se révolter. Alors, au XIXe siècle, il y a eu de très nombreuses révoltes. Je vais en montrer quelques-unes. Il n'est pas question de toutes les retenir par cœur, mais c'est juste pour montrer que ce n'est pas un phénomène ponctuel, mais un phénomène quasi permanent dans l'histoire du royaume de France, ces révoltes populaires. Par exemple, en 1624, les paysans du Quercy, donc dans le sud-ouest de la France, vont se rebeller parce que le pouvoir monarchique annule l'exemption de la gabelle, c'est-à-dire l'impôt sur le sel, dont ils bénéficiaient jusqu'à présent. Donc pour renforcer la rentrée d'argent, et donc plusieurs milliers de paysans vont se révolter avec leurs armes de paysans, hein, des piques, des bâtons, des outils en général. Ils seront bien sûr dispersés par l'armée envoyée par Richelieu et leurs leaders seront exécutés. En 1635-1637, toujours dans le sud-ouest de la France, cette fois-ci en Guyenne, près de Bordeaux, là aussi, hein, on est dans le contexte de la guerre contre l'Espagne, et la pression fiscale augmente avec l'augmentation de la taille, hein, qui est un impôt direct, vous l'avez vu, également avec la mise en place de la taxe sur le vin, et donc les paysans, mais aussi les habitants des villes, vont se révolter. Là aussi, il y aura une bataille et un millier de révoltés seront massacrés. Mais une amnistie sera accordée aux survivants. Dans le nord de la France, cette fois-ci, en 1656-1662, a lieu la révolte des Lustucrues. Là encore, une fois, hein, c'est parce qu'un nouvel impôt est créé. Et donc, pendant 6 ans, il va y avoir des troubles, aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Et là aussi, donc, les troupes seront envoyées, vont massacrer une partie de la population, et le reste sera envoyé aux galères, c'est-à-dire comme rameurs sur les bateaux royaux. Toujours au XVIIe siècle, encore une fois dans le sud de la France, cette fois-ci dans la région du Languedoc, on a la révolte du Roure. Du Roure était le nom d'un officier qui va prendre donc la tête de cette révolte des paysans qui sont mécontents parce que non seulement on leur augmente les impôts, mais en plus on le fait en période de mauvaise récolte. Ceci s'ajoutant au fait qu'il y a la volonté du pouvoir de prélever directement les impôts sur cette région, qui était au départ un pays d'État. Et donc ceci entraîne la révolte d'une partie de la population. Là aussi, cette population sera réprimée violemment et du Roure sera exécuté à Montpellier, c'est-à-dire roué, hein, avec tous les membres brisés à coups de bâton, puis décapités. Enfin, nous terminerons avec la révolte des Bonnets Rouges, cette fois-ci en Bretagne, donc qui a lieu en 1675, là aussi encore, à l'occasion de la mise en place d'un nouvel impôt, qui est l'impôt sur le papier timbré. Et donc là aussi, cette révolte va toucher l'ensemble de la Bretagne. Les révoltés attaquent les collecteurs d'impôts, attaquent les représentants de l'administration royale, mais attaquent aussi les demeures des nobles. Hein, c'est une révolte aussi antinobiliaire. L'armée royale va intervenir, va mater les révoltés et reprendra le contrôle de la collecte de l'impôt sur la Bretagne. Donc, dans tous les cas, hein, à chaque fois, il y a un même schéma. Il y a une augmentation de la pression fiscale, c'est-à-dire de l'augmentation des impôts, ce qui entraîne le soulèvement de la population, qui est réprimé violemment par l'armée royale, et ce qui donne prétexte au pouvoir pour renforcer le contrôle de la levée des impôts dans ces régions. Mais la population n'est pas la seule à se soulever. Il y a également des soulèvements de la part de la haute noblesse, de ce qu'on appelle les grands du royaume, c'est-à-dire les membres souvent de la propre famille du roi, et qui refusent d'être évincés du pouvoir au profit soit
du seul roi, soit du roi et de ses ministres qu'il choisit non plus au sein de la noblesse, mais selon leurs compétences et leur capacité à renforcer le pouvoir royal. Comme par exemple, on l'a vu, Richelieu et Mazarin. Donc, ces grands de France, cette haute noblesse, va se révolter plusieurs fois. Il va y avoir plusieurs conspirations et même des guerres civiles. Alors, je prendrai deux exemples. En 1630-1632, la conspiration de Montmorency. Montmorency qui était maréchal de France et gouverneur du Languedoc et qui était duc, hein, donc qui avait un très très grand prestige et une position très élevée dans la société française, dans la noblesse française. Et il va décider en 1630 de se joindre à Gaston d'Orléans, qui était le frère de Louis XIII, pour évincer Louis XIII du pouvoir, hein, pour prendre le pouvoir à sa place, afin de mettre en place une monarchie tempérée et non pas une monarchie absolue, comme sont en train de le mettre en place Louis XIII et le cardinal de Richelieu. Donc Henri de Montmorency se soulève, il prend la tête d'une petite armée, il est finalement battu par l'armée royale, il est fait prisonnier et il sera exécuté, décapité donc en 1632. Je rappelle qu'à cette époque, être décapité est une mort noble. Hein, c'est la mort la plus respectueuse de l'intégrité physique, hein, même si la tête est séparée du reste du corps, mais ce n'est pas une mort jugée infâme, contrairement à la pendaison, à l'écartèlement ou à la roue. Enfin, c'est l'épisode de la Fronde qui va durer donc 5 ans, de 1648 en 1653. En fait, on pourrait dire les Frondes parce qu'il va y avoir au cours des 5 années 4 épisodes différents. Mais globalement, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est une guerre civile qui oppose d'un côté le pouvoir royal, hein, l'armée du roi de France, et de l'autre, deux grands secteurs d'opposition, les parlements de Paris et la haute noblesse, qui parfois s'allient, parfois l'un des deux s'allie au roi contre les autres, parfois c'est le contraire, bref, c'est un petit peu compliqué, mais globalement, donc, on a une opposition de la haute noblesse qui veut défendre ses privilèges et des parlementaires qui veulent limiter le pouvoir royal sur le modèle britannique, hein, parce qu'au même moment, en Angleterre, il y a une révolution, nous le verrons dans le chapitre suivant, et donc l'armée royale se bat contre ces deux opposants. Et on le voit ici, par exemple, sur cette gravure, on voit la duchesse de Montpensier, qui était la cousine germaine de Louis XIV, qu'on appelait la grande demoiselle, qui fait tirer sur l'armée royale pour défendre un autre prince qui était en difficulté face aux armées royales, qui était le prince de Condé. Donc cet épisode est très important car il va traumatiser le jeune Louis XIV qui va devoir fuir de Paris, hein, menacé qu'il est par la haute noblesse. Et lorsqu'il reviendra au pouvoir, il n'aura de cesse que de vouloir contrôler cette haute noblesse et ça sera l'objet bien sûr de la mise en place de Versailles. Hein. Donc nous voyons sur ce portrait mythologique donc Louis XIV représenté en Jupiter, donc en Dieu absolu, hein, en roi des dieux, qui foule aux pieds les armes qui représentent la Fronde. Et cette volonté donc d'asseoir encore plus son pouvoir vient justement du traumatisme qu'a été pour lui la Fronde et cette révolte des grands du royaume lorsqu'il était enfant. Voilà. Donc, en conclusion, que pouvons-nous retenir que malgré ces contre-pouvoirs, l'État monarchique français se renforce de plus en plus à l'époque moderne, entre donc le XVIe et le XVIIIe siècle, et que cette affirmation de la souveraineté royale, qui atteint son apogée avec Louis XIV, est le fruit d'une longue lutte du pouvoir royal pour soumettre toute la société française, hein, donc aussi bien la haute noblesse que les parlements, et aussi que les révoltes paysannes, et pour s'affirmer face aux autres puissances européennes. Nous verrons dans le chapitre suivant que l'évolution politique de l'Angleterre est très différente et aboutira au contraire à la mise en place d'une monarchie tempérée. Merci.